Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci d'être là pour ce forum sur l'Europe à quelques semaines d'une échéance décisive. L'Europe est-elle un mythe? Pendant une heure, nous allons donc débattre de la constitution d'une idée européenne en remontant au cœur du XVIIe siècle. Ce XVIIe siècle qui vit naître par exemple des projets de paix pour l'Europe, tandis que les pays européens continuaient de se projeter dans le reste du monde. Mais n'aurait-il pas fallu, comme Paul Venn l'avait fait il y a quelque temps à propos des Grecs, se demander si les Européens avaient cru et croyaient encore à leur mythe? Nous allons nous le demander en présence d'Achille Mbembe. Bonjour Achille Mbembe. Vous êtes professeur d'histoire et de sciences politiques à l'université de Witwatersrand à Johannesburg. Vous êtes invité ces temps-ci à l'université de Paris 8 par Éric Fassin. Et vous êtes auteur de nombreux livres, dont l'avant-dernier s'intitulait Critique de la raison nègre et le dernier qui vient de paraître en poche s'intitule Politique de l'inimitié. Nous sommes également en compagnie de Bénédicte Savoie. Bonjour Bénédicte Savoie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à Berlin et au Collège de France et vous êtes spécialiste pour votre thèse. Vous avez travaillé sur les prédations, pourrait-on dire, les translocations patrimoniales, comme vous l'avez dit, donc les déplacements d'œuvres d'art dans l'Europe de Napoléon et d'après Napoléon. Et vous êtes l'auteur avec, on doit dire peut-être même l'autrice aujourd'hui, l'autrice avec donc Phil Winsar d'un rapport remis au président Macron il y a quelque temps autour de la question des restitutions d'œuvres d'art liées à la question de la colonisation. Et nous sommes enfin avec Lucien Belli, et c'est avec vous que je vais commencer cette émission. Bonjour Lucien Belli. Bonjour. Vous êtes professeur ici même à Paris-Sorbonne et vous êtes spécialiste d'histoire diplomatique, auteur entre autres d'un livre important qui s'appelle L'art de la paix en Europe, naissance de la diplomatie moderne, dans l'excellente collection des PUF qui s'intitule Le Nœud gordien. Et je vais commencer avec vous parce que tout compte fait, il m'est venu l'idée, en réfléchissant à cette question du mythe européen, de remonter au milieu du XVIIe siècle. Nous venons de célébrer, de commémorer, je ne sais comment dire, la fin des guerres de 30 ans. Donc c'était l'année dernière, cette guerre de 30 ans qui a dévasté l'Europe pendant 30 ans, effectivement, entre 1618 et 1648. Et à l'issue de cette guerre de 30 ans, il y a eu des traités qui ont été signés, qu'on appelle les traités de Westphalie, qui ont étaient censés régler les questions des querelles dynastiques au sein de l'Europe. Elles n'ont pas cessé pour autant, mais néanmoins, il était question de faire la paix en Europe et de faire en sorte qu'aucune des nations européennes, on ne les appelait pas encore des nations à ce moment-là, ne soit prédominante sur toutes les autres. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose qui naît à ce moment-là, Lucien Belli, dans l'Europe de l'époque, autour de cette notion européenne d'union entre les nations européennes, même si elles sont toujours en conflit? Je pense qu'il faut être très, très prudent parce que c'est vrai que l'Europe ancienne, l'Europe du XVIIe et encore du XVIIIe siècle, est d'abord une Europe divisée. On pourrait même parler d'une forme de guerre civile européenne permanente. Donc l'Europe n'est pas tranquille, n'est pas unifiée. Elle a tendance à se regrouper quelque peu lorsque l'on sent le péril ottoman face aux Turcs. Et c'est très bref parce que finalement on n'ose pas affronter une telle puissance. Donc d'une certaine manière, l'Europe ancienne est une Europe fragile, même si elle a commencé à être présente dans le monde, et c'est une Europe divisée sur elle-même. Mais justement, cette division, ces guerres incessantes, ont fini par créer, par susciter des pratiques, des méthodes, des rituels même, qui permettent de maintenir le dialogue malgré les affrontements. Alors ces pratiques prendront un nom à la fin du XVIIIe siècle, c'est la diplomatie. On donnera le nom de diplomate, on le cherchait, et finalement ce mot va s'imposer aussi bien en russe qu'en arabe, et c'est un mot que l'on avait cherché finalement pour désigner les ambassadeurs ou les négociateurs. Donc il y a finalement cette idée qu'on peut apporter une sorte de médecine de la paix à un mal permanent qui serait la guerre. Et en même temps, on a réfléchi au droit international, on a réfléchi à des règles de la guerre, c'est-à-dire que la guerre ne doit pas toucher les populations civiles, par exemple. C'est une guerre professionnelle et il faut éviter que cela déborde sur les populations civiles.
parallèlement, des auteurs, surtout d'inspiration française, ont déjà réfléchi à une sorte d'organisation générale. Et c'est le cas du ministre d'Henri IV, hein, Sully, qui a dit que le roi Henri IV avait eu un grand dessein de remodeler l'Europe en diverses dominations où les trois confessions religieuses chrétiennes seraient présentes. Et puis surtout, au début du XVIIIe siècle, en 1713, l'abbé de Saint-Pierre, dans son projet de paix perpétuelle, va parler d'Union européenne, c'est-à-dire une organisation... Il appelle d'ailleurs l'Union européenne à ce moment-là. Il l'appelle l'Union européenne, et c'est très clair, c'est une union où l'on gèle toutes les frontières, c'est-à-dire qu'on ne doit plus avoir aucune prétention, et puis on ne se préoccupe pas tellement du droit des peuples, hein. On reste tel qu'on est, et cette Union européenne un peu policière, c'est-à-dire qu'elle sera une organisation à Utrecht avec des ambassadeurs des différents pays. L'Union aura elle-même des ambassadeurs auprès des différents princes et des républiques, et on interviendra, il y aura une armée européenne qui interviendra pour rétablir la paix, par exemple s'il y a une révolte. Vous voyez, donc c'est pas une Europe en marche, c'est une Europe gelée en quelque sorte. En même temps... Et il a beaucoup de succès d'ailleurs avec ce projet de paix perpétuelle en 1713. Ça a beaucoup intéressé, c'est-à-dire que dans l'esprit du temps, alors personne n'a songé un moment à l'appliquer, hein, mais en revanche, c'est resté l'idée d'un mythe, d'un espoir, hein, et la grande Catherine II en parle, hein, donc ça montre bien que c'est resté dans les consciences, et en particulier au moment de la création de la Société des Nations, on va redécouvrir ce projet, on va dire mais c'est formidable, il avait déjà tout vu, hein, et c'est pas si faux. Mais vous le voyez, c'est un produit de l'esprit, très français d'ailleurs. Et très chrétien. Très parce que c'est une alliance entre pays chrétiens. Cela se discute. Lui-même dit qu'il avait à l'origine pensé à toutes les nations du monde. Et on lui avait dit, ah mais non, on peut quand même pas. Restons entre chrétiens, c'est déjà pas si facile. Alors si en plus on met les musulmans et les persans et puis les Indiens, là ça sera très compliqué. Donc il dit, je regrette beaucoup. Bon, ma réflexion devrait être bonne pour tous. Et ça c'est important. Vous voyez, alors c'est à la fois l'Union européenne et c'est aussi la Société des Nations. Et c'est pour cela que la Société des Nations, au XXe siècle, c'est plutôt reconnu là-dedans. Donc, cela va rester un peu dans les mémoires. Mais tout de suite, quand le philosophe Leibniz, allemand, à qui on a envoyé le projet, a dit « c'est très beau tout ça, mais il n'y a que la volonté qui manque pour se guérir d'infinité de maux ». C'est ça, c'est-à-dire qu'en réalité, faut-il encore que les États acceptent de perdre un peu de leur souveraineté. Et personne... et bien sûr, et d'ailleurs, quand il en parle à la fin de sa vie, en particulier au cardinal de Fleury, qui est le premier ministre de Louis XV, Saint-Pierre dit « Je ne suis que l'apothicaire de cette idée. C'est-à-dire je suis que l'apothicaire de l'Europe. Je suis celui qui propose. Ça n'est pas moi qui pourrais le mettre en œuvre. Et c'est donc à vous de le mettre en œuvre en tant que politique, en tant que dirigeant. » Vous avez tout à fait raison. Et par exemple, il y a une note d'un censeur, lorsqu'on a demandé si on pouvait publier ce livre, plus tard le republier, qui dit « C'est très beau tout ça, mais c'est une idée et ça peut laisser de l'espoir au peuple. Et il n'y a rien de pire parce que ça ne se réalise pas, c'est une chimère. » Et il faut pas, donc, vous voyez, on ne peut pas mettre le nom du roi en particulier, vous voyez, on permet de l'imprimer, mais on ne peut pas mettre que c'est fait avec privilège du roi parce que ce serait en quelque sorte lui donner une dignité un peu dangereuse. Et vous le voyez dans toutes ces idées d'organisation européenne ancienne, il y a toujours l'idée, et ça arrive vous savez que Jean-Jacques Rousseau a classé les papiers de l'abbé de Saint-Pierre, il a fait un commentaire qui est formidable, où il dit, c'est publié très tard, en 1782, il dit, il faut bien penser que tous ces princes conquérants font autant la guerre à leur sujet qu'à leurs ennemis. Mais c'est très clair, c'est-à-dire que d'une certaine manière, la guerre, c'est aussi un moyen d'assurer la paix intérieure. Mais je dirais, je n'innocente pas les peuples. Vous voyez, moi je crois que les peuples sont responsables. Les peuples sont très contents d'avoir une délégation générale. Ils s'occupent de leurs affaires et ils laissent à d'autres le soin d'imaginer l'ordre du monde. Alors donc il y a ces projets de paix perpétuelle et puis il y a aussi des réactions possibles parce que pendant qu'on essaye de faire la paix à l'intérieur de cette Europe qui a toujours été en guerre et depuis très longtemps, eh bien on se projette à l'extérieur. On va se battre pour des arpents de neige en Amérique du Nord. On va commencer à aller se battre entre nations européennes, mais sur un territoire qui n'est pas le territoire européen, ce qui nous rappelle effectivement que quand la guerre n'est pas en Europe, elle est parfois en dehors de l'Europe et par des puissances européennes, Lucien Belli. Le paradoxe, pour moi, c'est que cette Europe me paraît comme une Europe fragile, une Europe faible.
Si les Portugais ont quitté leur pays, c'est parce qu'ils n'étaient pas si bien que ça. Si les Hollandais sont allés dans les îles de la Sonde et ont dominé tout cet espace qui est aujourd'hui l'Indonésie, c'est parce qu'ils ne trouvaient certainement pas suffisamment à se nourrir ou à vivre dans leur polder. Donc, pourquoi les Européens sont-ils partis? Ce n'est pas parce qu'ils étaient... alors, il y a probablement l'idée de conquérir, hein, de gagner de l'argent, l'Eldorado, mais c'est aussi parce qu'ils avaient besoin de partir. Et d'une certaine manière, cette Europe, elle rencontre plutôt des grands empires. Un de mes collègues médiévistes me disait un jour, au Moyen-Âge, le tiers-monde, c'est l'Europe. Les grands, au XVIIe, XVIIIe siècle, les grandes compositions politiques, c'est le Grand Moghol, c'est l'Inde, c'est l'Empire de Chine. Et vous voyez, c'est là qu'est la grande puissance, la Perse, l'Empire ottoman. Donc d'une certaine manière, ils sont plutôt, jusqu'au XIXe siècle, hein, vous voyez, je ne parle pas pour le XIXe siècle, mais ils sont plutôt faibles. Alors la question de savoir comment ont-ils pu s'installer et par quelle particularité? Alors, moi, j'en verrais, je dirais, trois. C'est d'abord, la science. L'idée d'une science qui se détache, qui peut coexister avec la religion. Une connaissance qui peut se détacher de la religion. C'est Galilée, Descartes, Newton. Deuxième élément important, l'histoire. L'idée d'une chronologie, c'est l'héritage aussi antique, d'une chronologie. Il n'y a pas l'éternel retour. On a une ligne temporelle droite. Et le troisième élément, c'est un peu l'émancipation, la liberté, l'émancipation vis-à-vis de toutes les contraintes, la liberté individuelle. Merci Lucien Belli. Bénédicte Savoie, vous avez fait, je l'ai dit, votre thèse sur les déplacements d'œuvres d'art, en particulier sous la période de la Révolution et sous l'Empire. Évidemment, l'arrivée de Bonaparte puis de Napoléon change la donne par rapport à ce que disait Lucien Belli, c'est-à-dire qu'une puissance européenne va vouloir mettre la main sur l'ensemble du continent. C'est ce qu'il va vouloir faire, et peut-être même un peu plus loin que l'ensemble du continent, avec la campagne d'Égypte interrompue et ratée au bout du compte. Il y a donc cette dimension d'une projection hors de l'Europe par une puissance européenne qui rompt justement momentanément cet équilibre des forces que nous a décrit Lucien Belli, et cette volonté de diplomatie et de paix, en l'occurrence, Bénédicte Savoie. En effet, la Révolution française, avant Bonaparte, décide d'apporter la paix à tous ceux qui sont sous le joug des despotes. C'est le vocabulaire de l'époque. Et en apportant la paix, elle pense aussi, cette France, apporter la modernité. Et elle l'apporte. On peut dire que cette intégration européenne qui intervient avec la construction de routes, de réseaux télégraphiques, de canaux, toute cette infrastructure européenne qui existe jusqu'à aujourd'hui. Avec le Code civil qui se répand. Le Code civil, les musées, dans tous les domaines, l'émancipation des communautés juives aussi, dont aujourd'hui encore, dans les régions rhénanes par exemple, ou à Berlin, on se souvient, sous Napoléon. Tout ça, c'est en effet une intégration européenne. Le gros problème, et surtout pour le reste du 19e siècle et jusqu'à aujourd'hui, c'est que c'est une intégration forcée. C'est une intégration, une imposition de la modernité par la France, c'est-à-dire pour de nombreux pays, par l'extérieur. Et ça donne un rapport bizarre à la modernité. Quand un pays s'inflige lui-même sa modernité, quand la France confisque, par exemple, au clergé, à l'aristocratie, ses biens culturels et les conserve au Louvre, ça crée un traumatisme, mais comment dire, on pourrait dire interne. Quand en revanche un pays vient infliger hors de ses frontières les mêmes pratiques et décide de centraliser, par exemple à Paris, le patrimoine de l'Europe, les archives de l'Europe, les bibliothèques de l'Europe. Il faut s'arrêter sur ce point-là qui est assez peu connu et que vous avez développé, c'est qu'effectivement, Napoléon ne conquiert pas simplement des territoires, n'impose pas effectivement la loi française et également les souverains français à l'ensemble de l'Europe depuis sa famille, mais également il va chercher les archives de ces pays-là, il va chercher les œuvres d'art, et il a pour le projet de faire un grand musée européen à Paris, un grand lieu d'archives européen à Paris qui doivent être installés, ça s'interrompt évidemment avec la chute de Napoléon, qui doivent être installés au bord de la Seine du côté de ce qui existe au Quai Branly par exemple, Bénédicte Savoie.
cela, ça aurait été les archives de l'Europe. Il est vrai que pour le musée, l'idée que c'est un musée européen, c'est vous qui l'apportez à l'instant. C'est quand même le musée Napoléon, et c'est un musée qui permet à la France, comme il est dit dans les sources de l'époque, de devenir la capitale de l'univers. Et on a là une idée d'universalisme de surplomb, de modernité de surplomb, qui crée après coup des réticences et des résistances, puisque on est, et je vous parle du point de vue des Allemands par exemple, on est à la fois content de certaines modernisations du Code civil qui restent en mémoire pendant très longtemps comme progrès, mais on est violenté par notamment la transformation des frontières, par cette rationalisation du patrimoine et par tout un ordre de mesures qui viennent brusquer des peuples qui seraient entrés peut-être dans cette modernité que voulait la France plus lentement, à un autre rythme, et qui en sortent, oui, ils ont été accélérés malgré eux, avec des conséquences lourdes à partir de 1815, quand l'Europe se recompose après le Vous aviez, dans une exposition que vous aviez composée dont vous étiez la commissaire à Bonn il y a quelque temps, qui s'appelait Traum und Trauma, vous aviez exposé ce manuscrit de Beethoven, où justement il avait commencé à dédier sa symphonie à Napoléon, et puis il avait ensuite biffé, gratté même, c'était très impressionnant que de voir ce texte-là, gratter le nom de Napoléon, parce qu'il ne voulait plus de celui qui était devenu en fait une sorte de prédateur sur le reste de l'Europe. Il y avait une dimension de cet ordre-là. D'abord l'ambition, d'abord le regard sur une révolution qui apporte des droits, et de l'autre côté, un renfermement sur un empire qui s'arroge des droits sur les populations qu'il conquiert. En effet, ce document, ce manuscrit de la 5e symphonie est particulièrement impressionnant, parce que le nom de Bonaparte n'est pas seulement biffé, gratté, carrément le papier est si maltraité qu'il y a un trou maintenant. Donc on peut voir en quelque sorte comment est effacée cette fascination pour Bonaparte à partir du moment où il se couronne empereur lui-même. Et on peut dire que, puisque vous êtes historienne de l'art, Bénédicte Savoie, que d'une certaine façon, la prédation que veut faire Napoléon sur les œuvres, sur la mémoire de l'Europe avec ses archives et également avec ses œuvres d'art qu'il rapatrie à Paris, va conduire tous ces pays à créer, au bout du compte, après la chute de Napoléon, des musées de même ordre. On va voir repartir les œuvres, on va les voir se réinstaller dans cette nouveauté qui est à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, le musée. Parce que tout compte fait, ils auront compris l'importance de cet ordre symbolique, peut-être aussi pour eux-mêmes. Oui et non, l'historiographie française a tendance à toujours penser que le musée est une invention de la Révolution française. Il faut dire que quand Bonaparte et ses équipes sont en voyage prédateur à travers l'Europe, ils trouvent des musées extrêmement ouverts au public, à Dresde, à Düsseldorf et partout. Ils démantèlent des musées déjà existants. Donc non, on ne peut pas dire que le musée soit une invention française. Ce qui est nouveau, c'est le pathos du musée, c'est le discours sur le lien très étroit entre la nation et le patrimoine et le musée. Donc le musée comme instrument politique, instrument de propagande politique, ça c'est une invention de la Révolution française. Mais le musée public, l'ouverture gratuite aux populations existait déjà depuis les 4-5 décennies avant la Révolution française en Italie et dans l'espace germanique. Alors ça, c'est votre travail de thèse, mais depuis, vous avez été élu au Collège de France. Vous continuez à travailler sur ces questions de translocation patrimoniale, mais plus simplement sur l'espace français et européen, mais sur l'ensemble du monde. Et c'est ce qui vous vaut d'avoir été avec Felwinsar, donc à l'origine de ce rapport que vous avez remis au président Macron sur la restitution des œuvres d'art. Parce que c'est vrai qu'après avoir tenté de mettre la main sur le patrimoine des pays européens, on a mis la main d'une certaine façon sur le patrimoine de tout ce qu'on conquérait au bout du compte dans le monde, à partir du moment où les nations européennes sont devenues très prédatrices dans la deuxième moitié du 19e siècle en particulier, avec tous les empires coloniaux. Et ça fait partie justement de ce mouvement de l'histoire qui dit aussi qu'on est européen parce qu'on conserve, parce qu'on ramène à soi la culture, parce qu'on a une prétention universaliste, c'est-à-dire le monde par l'intermédiaire de ces objets qu'on ramène dans ses propres musées. En fait, ces spoliations
artistique existe aussi beaucoup pendant la guerre de 30 ans. Bien sûr. Et puis elle s'arrête pendant les Lumières. Et quand Bonaparte et la Révolution française réactivent ce projet d'appropriation brutale, tout le monde considère que c'est un scandale dans l'Europe éclairée. On dit mais ça fait depuis 1648 qu'on n'avait pas fait ça. Napoléon le refait. Et en 1815, quand les œuvres sont restituées, les Européens entre eux considèrent qu'il ne faut plus jamais toucher le patrimoine des autres Européens. Et comme les musées sont des organismes boulimiques, évidemment, au bout de quelques décennies, ça va très vite, puisque entre Européens, on ne se touche plus à son patrimoine respectif. On ne s'approprie pas. Les Français ne vont pas prendre le patrimoine des Italiens. Ils ne vont plus Italiens... se servir chez les Italiens, chez les Allemands, chez les Belges, chez les Néerlandais. Ils vont se servir en Afrique, en Chine, et dans toutes les régions qu'ils vont progressivement occuper. Et en fait, il y a un consensus à l'intérieur de l'Europe selon lequel le patrimoine est sacré, on n'y touche pas, qui va être scellé par des traités comme celui de La Haye à la fin du 19e siècle, mais ça ne vaut pas pour les colonies où les Européens vont se servir allègrement et pratiquer une exploitation culturelle qui est très semblable à l'exploitation des ressources naturelles. Ça marche ensemble. Et c'est un système. On ne fait pas la cueillette de belles choses un petit peu au hasard le week-end. C'est un système colonial d'exploitation culturelle. Et évidemment qui va avec une création, un développement tout au long du 19e siècle d'une hiérarchie raciale qui explique qu'il y a des cultures supérieures, des cultures qui le sont moins, etc. Ça d'une part, et d'autre part, tout le développement d'une rhétorique très fine et assez perverse, une rhétorique du sauvetage de ses œuvres. On aurait sauvé les œuvres, de même que Napoléon sauvait les œuvres du pape, puisque chez le pape c'était humide et mal entretenu, ou chez les Allemands. De même, désormais, les Européens vont sauver, entre guillemets, avec beaucoup... Enfin, c'est leur expression, et c'est toute une rhétorique du sauvetage qui va se mettre en place, alors qu'en même temps, ils détruisent. Et le lien entre destruction, admiration, sauvetage va être élaboré. Et quand on se pose les questions du succès du modèle européen, c'est aussi beaucoup un succès rhétorique. C'est-à-dire que les Européens étaient très très forts pour inventer de bonnes justifications à des actes dont ils avaient pertinemment conscience qu'ils étaient dangereux. Achille Mbembe, dans votre livre Politique de l'inimitié qui vient de sortir en poche aux éditions de La Découverte, qui était donc paru il y a maintenant 3 ans, parce que c'était en 2016 que vous l'aviez publié, qui est une réflexion sur la question des déplacements en particulier. Vous êtes posé beaucoup la question des clôtures, des ouvertures, des possibilités de passage d'un continent à un autre dans un monde qui devient de plus en plus ouvert a priori. Vous vous posez la question, vous avez cette phrase, vous dites il faut reconnaître que l'Europe qui a tant donné au monde et qui a tant pris en retour, et souvent par la force et par la ruse, doit reconnaître qu'elle n'est plus le centre de gravité de ce monde, justement. Et il y a donc ce balancement chez vous, c'est-à-dire qu'effectivement, l'Europe donne au monde, mais elle prend en retour, dites-vous. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là, Achille Mbembe ? Je voudrais d'abord dire qu'il y a plusieurs manières de lire l'histoire de l'Europe. Il y a une manière de la lire à travers ses propres yeux. Mais il y a aussi une manière de lire l'histoire de l'Europe à travers les yeux, disons, de la Chine, de l'Afrique ou de l'Inde. C'est-à-dire de reprendre le titre, par exemple, du livre de Romain Bertrand qui s'appelle « L'histoire à parts égales », c'est-à-dire de se dire qu'on peut regarder un même événement, l'Europe se projetant dans le monde, mais des 2 côtés, ou de 3 côtés, ou de 4 côtés, selon que l'on regarde d'Asie ou d'Afrique ou d'Europe. De plusieurs côtés, de toutes les façons. Et lorsqu'on le fait, lorsque moi je le fais, je me rends compte d'une chose. L'Europe a souvent eu des problèmes à définir sa position dans le monde. Parfois, elle a reconnu qu'elle est une partie du monde. Souvent aussi, elle s'est pensée comme le monde. Et donc, cette dialectique, faire partie du monde, être monde, a débouché sur une crise en Europe même concernant ses frontières. Où sont les frontières de l'Europe? Elles s'étendent jusqu'où? Et il me semble que du XVe siècle jusqu'à nos jours, elle n'est pas parvenue à résoudre cette question, à répondre à cette question. Quelles sont mes frontières si je suis le monde? Quelles sont-elles si je me considère comme partie du monde, c'est-à-dire
un monde qui est composé d'autres existants, d'autres entités, et ainsi de suite. Et je crois que l'avenir de l'Europe dans les années qui viennent, lorsqu'on parle des années qui viennent, on parle du demi-siècle devant nous, du siècle devant nous, cette question de la frontière de l'Europe ou des frontières de l'Europe sera la grande question, pas seulement de l'Europe elle-même, mais aussi la nôtre obligatoirement. Elle le sera pour plusieurs raisons. La plus importante étant le fait que le monde, il est devenu très petit. Il est devenu très petit, il est fini, il n'est pas illimité, et que de toutes les façons, pour qu'il s'inscrive dans la durée, pour qu'il dure, il faudra bien le partager. Et pour moi, le grand défi historique que l'Europe n'a pas pu résoudre, c'est cette question de savoir comment partager le monde avec d'autres. Alors justement, le partager de quelle manière? Parce qu'effectivement, cette Europe s'est projetée en dehors de la Méditerranée, par exemple, puisque la France considérait que l'Algérie était française. Donc voilà, elle s'est projetée en Afrique, elle s'est projetée pour l'Espagne. Elle s'est projetée partout, c'est-à-dire que l'Europe est partout dans le monde, mais le monde aussi est partout en Europe. Et donc, ce qu'il nous faut penser, à l'heure où déjà on n'a qu'une seule planète, il y a plusieur planètes, mais vivable, non. Vivable, ça, il faut voir. Il n'y en a qu'une. À la limite, s'il n'y en a qu'une, ça veut dire que il n'y a plus vraiment d'ailleurs que l'on pourrait opposer à un ici. Et donc, il nous faut réfléchir sur cette imbrication, cet enchevêtrement des mondes d'une façon qui rende ces mondes habitables. Mais vous savez bien qu'il est difficile pour l'Europe de s'imaginer comme ce qu'elle n'est plus d'une certaine façon. Elle s'est pensée comme le lieu, et les Français en particulier, mais pas simplement les Français, comme le lieu de l'universel. C'était à partir d'elle qu'on avait créé une universalité, par exemple, des droits de l'homme. C'était comme ça qu'on l'imaginait. Et si les Américains l'avaient mise en application avant nous, c'était essentiellement parce qu'ils étaient aussi des Européens qui s'étaient projetés au-delà de l'Atlantique. C'était comme ça qu'on le voyait d'une certaine façon. Et donc, ce regard-là, il est difficile à abandonner. Et on voit bien faudra l'abandonner. Il faut changer d'imagination. Mais comment on fait justement alors? Alors, c'est la question qui se pose à nous tous. Je crois, le professeur Belli et Bénédicte, c'est un peu dans le sens dans lequel je comprends leurs interventions. C'est-à-dire faire de restitution des objets d'art africains, c'est déjà une manière de partager, justement. De partager et de faire circuler. Parce qu'il n'y a pas de partage sans circulation. Et donc, comment passer de la logique de la clôture que j'évoque dans Politique de l'amitié à une logique de la circulation comme condition de possibilité de notre durée sur cette terre. Oui, mais vous voyez bien, Achille Mbembe, qu'en disant cela, la crainte de certains Européens de la dissolution. C'est-à-dire qu'au bout du compte, ces valeurs qu'on nous a proclamées comme étant depuis la Grèce antique, étant les valeurs de l'Europe, par exemple, ces valeurs-là pourraient se dissoudre dans un mondialisme, une mondialisation qui, d'une certaine façon, les ferait disparaître. En tout cas, c'est la crainte de certains. Et vous pensez exactement l'inverse, en l'occurrence, Achille Mbembe. Oui, je pense absolument l'inverse, parce que peut-être je viens d'une tradition où disons, l'accent n'est pas mis sur ce que vous appelez la dissolution. L'accent est mis sur les différentes formes de composition. L'accent est mis sur disons, les procédures, le cheminement, et peut-être un peu moins sur la destination. Mais l'idée, c'est que ça se fait en marchant. Et qu'au fond, donc, nous ne sommes pas des Européens, nous ne sommes pas des Africains. Au final, nous sommes des passants.
Mais ça, c'est votre théorie très profonde, en l'occurrence Achim Mbembe. Mais tout de même, les Européens n'ont pas été les seuls à croire au mythe de l'Europe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des Mais populations... la force des Européens, c'est d'avoir fait croire à d'autres, d'avoir inventé toutes sortes de mythes et puis d'avoir déchargé ces mythes dans la tête des autres qui y ont cru avec les Européens. Voilà leur force. Mais ça, c'est quand Ça même... se traduit par la science. Le professeur Belli parle de la science, de la technologie, de la religion. Les Européens ont un énorme pouvoir d'enchantement. Dans la crise... Et du coup, juste pour terminer, Ouais, du coup, pour partager ce monde qui vient, qui est très petit, il faudra, par exemple, que les Africains se purgent du désir d'Europe. Parce que saturé de ce désir d'Europe, il est tout à fait impossible d'avoir cette conversation, de changer d'imagination, comme je le disais tout à l'heure. Oui, on part tout de même de loin, parce que Paul Valéry s'était évoqué ici même il y a 2 jours dans une discussion autour de l'Europe. Paul Valéry disait « Tout est venu à l'Europe et tout en est venu ». Donc, d'une certaine façon, tout vient à l'Europe et tout en repart, comme si c'était le centre, le hub de l'ensemble. Valéry veut croire que tout est... Il veut croire à ça. Eh bien, il y a beaucoup d'Européens qui croient... Mais ce n'est pas vrai historiquement. Oui. Tout n'est pas venu d'ici. La force de l'Europe, c'est de croire que tout est venu d'ici et de faire croire à d'autres que tout est venu d'ici. Mais ce n'est pas vrai. Je ne sais pas si vous y croyez. Moi, je n'y crois pas du tout. On l'a bien compris. Bénédicte Savoie, justement, sur ce mythe, effectivement, ces mythes qui se sont créés au fur et à mesure du temps. Nous sommes les héritiers des Grecs, de tous ces mythes-là qui ont fonctionné aussi bien d'ailleurs en Allemagne qu'en France, qu'en Angleterre. Nous sommes les héritiers des Romains, enfin, etc. Toute cette idée qu'il y a une sorte de continuité historique qui fait que l'Europe est faite de tout cela, etc. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce que vient de dire à ce propos, justement, Achim Mbembe ? Je pense qu'on est dans un espace ici, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, où on voit comment l'Europe fabrique ce pouvoir d'enchantement. Elle le fait par des bâtiments, c'est-à-dire que partout où on évolue, sans s'en rendre compte, nous, Européens, qu'on soit ici ou à Londres ou à Berlin, Berlin a été beaucoup détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, mais on est dans des espaces comme celui-ci où voilà, les grands hommes sont en marbre, ici ils sont tous français, ensuite on a les grands mythes, les muses, etc. Ce sont les mêmes partout dans toutes ces villes. Et cette capitales européennes. Ces capitales européennes. Et cet énorme pouvoir d'enchantement que décrit avec ces termes puissants Achille Mbembe, c'est quelque chose dont on ne se rend même pas compte en fait. Et je pense que le mouvement de décilement, d'ouvrir les yeux pour comprendre où est-ce qu'on parle, d'où on parle ici, quand on est ici, qu'est-ce qu'on voit derrière nous, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est présenté, pourquoi on est dans un espace fermé, clos, sans fenêtre, etc. Tout ça, quand on en prend conscience, ça permet d'adopter une autre perspective peut-être, ou au moins de comprendre que la nôtre n'est pas la seule. Et pour rebondir sur ce que disait Achille à l'instant, quand Achille Mbembe disait qu'il n'y a pas de partage sans circulation, moi, avec l'expérience que j'ai eue avec Felwine Sarr l'année dernière, en voyageant beaucoup en Afrique, je peux inciter chacun d'entre nous à aller voir le pouvoir d'enchantement de l'Afrique. C'est-à-dire que quand on est, de certains pays en tout cas, quand on est en contact avec nos collègues à Dakar, à Cotonou, au Mali, à Bamako, malgré la situation de crise parfois dans certains pays ou des situations de grand élan économique dans d'autres, on est face à des collègues qui, par exemple, n'ont pas cette peur et cette crispation très forte des Européens qu'on sent ici dans toutes les discussions. Ici, on a peur, on a toujours peur. En ce moment, me semble-t-il. Peur. C'est d'ailleurs pour ça que nous faisons une journée entière autour de cette question-là, parce qu'au moment des élections européennes, on sent bien effectivement une sorte de trouble à l'intérieur de l'Europe sur est-ce qu'on peut encore rester ensemble, est-ce qu'on peut encore accueillir des gens qui viennent d'ailleurs. Ça fait partie, effectivement, on va parler des frontières cet après-midi, ça fait partie des craintes européennes, effectivement, de la dissolution dont je parlais tout à l'heure avec Achim Mbembe. Mais c'est aussi une peur de perdre la souveraineté de donner le sens. La souveraineté de l'esprit. En allemand, on dirait la Deutungshoheit, c'est-à-dire le fait que les Européens ont toujours été habitués, depuis très longtemps, à être ceux qui donnent le sens aux choses.
Et ce moment où il faut lâcher prise un peu ou complètement, c'est-à-dire de considérer qu'il y a d'autres manières de donner sens aux choses, aux événements, aux vies, à nos morts. Cette manière de le comprendre, c'est douloureux quand on a été habitué à toujours avoir raison et toujours étiqueter les choses. Si les étiquettes ne sont plus données par les Européens, il semble que ça leur fasse très peur. Et au contraire, à mon avis, il y a une grande puissance de joie et d'avenir si on lâche un peu là-dessus. Lucien Belli, justement, à propos de, vous disiez tout à l'heure, moi je suis le spécialiste d'une Europe faible, c'est-à-dire celle d'avant le 19e siècle, d'une Europe qui a à ses frontières des puissances. C'était une des 4 parties du monde, et on avait déjà bien du mal à l'imposer, c'est-à-dire que c'était une des 4 parties du monde. Les autres paraissaient finalement plus splendides, d'une certaine manière. Plus glorieuses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est projeté pour aller parfois les conquérir au 19e siècle, parce qu'on voulait aussi récupérer une partie de leur splendeur pour la faire rejaillir sur notre propre puissance, en l'occurrence, Lucien Belli. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette idée à la fois de clôture, de ce trouble à l'intérieur de l'Europe sur sa propre identité depuis maintenant quelques temps, alors que ce pays... cette Europe, je dis ce pays, cet ensemble de pays, en l'occurrence, cet ensemble de pays est en paix. C'est-à-dire que ce que voulaient justement ceux dont vous êtes spécialiste au XVIIe siècle, eh bien, c'est advenu depuis maintenant 70 ans dans le territoire européen, si on accepte malheureusement la guerre en ex-Yougoslavie et les guerres aux frontières de l'Europe, en l'occurrence. Je crois qu'il faut peut-être réfléchir sur le fait que cette difficulté à défendre l'Europe ou à croire en l'Europe vient aussi du fait que cette Europe apparaît comme plus faible qu'elle n'était. C'est-à-dire qu'elle n'est plus aussi dominatrice qu'à la fin du 19e siècle ou même jusqu'à la première moitié du 20e siècle. Il faudra s'y faire. Et d'une certaine manière, tout à l'heure, on a vu les méfaits, je dirais, de l'idée nationale, d'une certaine manière, avec Bonaparte. La nation, c'est grand, la grande nation d'ailleurs. Et la grande nation, le nombre de nations en Europe qui se sont appelées à un moment la grande nation. Grande nation, la grande Grèce voulant reconquérir l'Empire ottoman. La grande nation de Bonaparte, de la Révolution a fait naître Fichte et le discours à la nation allemande et une sorte de rivalité, de surenchère, d'identité en fait, l'identité allemande contre l'identité française, etc. Et on voit ce que ça a donné avec la Première Guerre mondiale et en particulier ces hécatombes. C'est-à-dire quand tout à l'heure Achille parlait de faire comprendre aux gens et de manipuler en quelque sorte l'intelligence des gens, les Européens, les premiers, ont été victimes de leur propre discours, puisqu'on est arrivé à en sacrifier des millions en 4 ans, ce qui était quand même un exploit quand on regarde le point de vue de l'humanité. Hein, il fallait le faire d'une certaine manière. Donc on voit bien combien ces discours d'ailleurs de domination, de primauté, d'empire, ont été à la fois des rêves, et aujourd'hui il y a une sorte de reflux, et c'est peut-être pour cela que l'Europe a du mal à se concevoir, parce que finalement l'identité, la définition claire se fait souvent par une définition violente vis-à-vis des autres. Et nous avons inventé un nouveau discours. Et tout à l'heure, je pensais que cette Europe, moi, que je décris d'avant la Révolution, en fait, cette Europe faible, compartimentée, ossifiée, les populations elles-mêmes surmontaient en oubliant finalement qu'il y avait des princes rivaux. Il y avait dans les Pyrénées, par exemple, des accords qu'on appelle les lises et passeries, parce qu'il y avait la transhumance. Hein. Alors, malgré les guerres, malgré les frontières, il fallait bien que les troupeaux passent. Donc, on a inventé des accords qu'aujourd'hui, on étudie avec passion, parce que c'est finalement le visage de l'Europe qui permettait aux populations de vivre malgré les guerres. On était avant la création des papiers d'identité, par exemple. Absolument. On se promenait sur soi, on n'avait pas un papier d'identité, on avait un papier qui permettait de dire qu'on appartenait à telle corporation et qu'on pouvait aller travailler en ce qui s'appelait pas encore, enfin ce qu'on n'appelait pas l'Allemagne, en Italie ou ailleurs. Et je pense que en effet, l'Europe sera d'autant plus forte qu'elle cherchera à réfléchir sur ce qu'elle est véritablement, non pas au-dessus des autres, non pas à côté des autres, mais avec les autres, dans une forme de partage. Et Bénédicte l'a bien dit, c'est bien dans cette idée de partage. Et je crois que l'on a un peu négligé la dimension culturelle.
pour l'Europe que j'étudie, mettons au XVIIIe siècle, est-ce qu'on va dire que Mozart est un sujet de l'archevêque de Salzbourg? On s'en moque. Hein, c'était pourtant ça. Hein, c'est une petite principauté. Or, c'est un homme qui a circulé, c'est un Européen. Et sa musique est non seulement européenne, mais comme elle était, alors peut-être, universelle, elle a une prétention à l'universalité. Elle est devenue une musique qui plaît sur toute la terre. C'est-à-dire que l'Europe ne se sauvera je dirais, en charmant alors le monde. Et ça, c'est pas si facile. Il y a, la science, la technologie, c'est une part de l'identité européenne. La raison, c'est une part de l'identité européenne. L'histoire. Mais il y a aussi, je crois, toutes les Il y a une raison subtilités. indienne, il y a une raison perse, une raison chinoise, une raison Il africaine. faut la enfin, une comprendre et raison dialoguer avec nigériane. elle. Il faut dialoguer avec elle. Et je crois que l'Europe saura elle-même quand elle sera séduisante. Et sereine d'une certaine façon, parce que ce que disait à l'instant Sereine même et séduisante. Bénédicte, c'est effectivement la question de la peur qui, pour l'instant, paralyse, en l'occurrence, les Européens. La peur de la perte, d'une certaine façon, de la perte de cette puissance, la perte de... Il y a cette idée, mais il faut justement inventer un nouveau discours qui, en effet, considère que l'existence n'est pas une façon de s'imposer aux autres. Quand nous vivons en société, quand nous vivons en famille ou dans un groupe d'amis, ça ne peut fonctionner que si on laisse à l'autre sa place et son existence. Donc il y a finalement, je dirais, une diplomatie, en quelque sorte, à inventer, une diplomatie de l'esprit, et c'est une formule de Marc Fumaroli qui est très belle, une diplomatie de l'esprit qui, justement, est ce dialogue permanent à partir de soi-même. Il ne s'agit pas de se renier, mais d'inventer avec les autres. Et par exemple, Sanjay Subramanian parle souvent, a parlé de coproduction, et je crois que c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut prendre... par exemple, avec les documents venus de l'Inde et les documents venus d'Europe, arriver à les allier, à créer une sorte d'alchimie. Vous voyez, j'abandonne la science pour revenir à une pratique presque magique, c'est-à-dire à partir d'une sorte d'alchimie, de créer des savoirs, des connaissances et des idées communes. Mais alors tout de même, vous avez travaillé dans la politique de l'inimitié à partir de l'exemple de l'exemple de Fanon, de Frantz Fanon, sur ces questions-là. Même les paranoïaques ont de vrais ennemis, en l'occurrence Achille Mbembe. C'est-à-dire que si l'Europe est ces temps-ci paranoïaque, c'est aussi parce que peut-être elle a senti des volontés de prédation sur elle-même, d'une certaine façon. Elle n'est plus prédatrice, ou elle l'est moins, ou elle l'est encore, mais elle ne le dit plus. Mais elle a d'une certaine façon cette peur d'avoir des ennemis qui capte son héritage, ou au contraire qui le fasse disparaître. Qu'est-ce qu'il faut dire de cela Je dirais il y a plusieurs sortes d'ennemis. Il y a des ennemis objectifs qui vous en veulent, et il y a d'autres ennemis que l'on fabrique. Il y a un désir d'ennemi aussi, parce que avec un ennemi, il y a des choses qu'on peut faire qu'on ne ferait pas en situation normale. Donc, je me souviens d'un très beau poème, malheureusement je ne me souviens plus qui en est l'auteur, en 1987, juste avant la chute du mur de Berlin. Il se plaignait, il était tchèque, il se plaignait du fait qu'il n'y avait plus d'ennemis. À partir du moment, si on n'a plus d'ennemis, comment va-t-on exister? Tout à fait. Ben, c'est un peu la situation actuelle de beaucoup, et pas seulement de l'Europe. Il me semble que ce que disait le professeur Belli et Bénédicte est très important. L'Europe aura été un songe pour beaucoup. Elle aura été un cauchemar pour beaucoup d'autres. Alors le gros danger maintenant, c'est qu'elle devienne un cauchemar non seulement pour les autres hors d'ici, mais pour ces gens à l'intérieur d'elle-même. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire qu'elle ne charme plus personne, et surtout elle ne charme plus les Européens eux-mêmes. Que beaucoup d'entre eux voient en l'Europe un immense cauchemar. Alors les Anglais ou les Britanniques, ils veulent s'en aller, par exemple. L'Europe ne les charme plus. Et je crois que cette crise d'un songe
doit être prise en compte si on veut réfléchir à fond sur ce qu'est l'idée de l'Europe dans un monde en plein basculement. Ce que disait Paul Venn quand il avait écrit ce très beau livre qui s'appelait Les Grecs ont-ils cru à leur mythe, il disait en fait il ne faut pas dire oui ou il ne faut pas dire non. Ils ont cru et ils n'ont pas cru à leur mythe. C'est-à-dire que selon les périodes, à certains moments, on croyait plus ou on ne croyait pas. Ou alors ils y ont cru en prétendant ne pas y croire. Oui. Voilà. Et justement, les Européens sont-ils dans cette J'ai situation? l'impression qu'ils sont empêtrés dans tout cela et que les poussées de nostalgie ou de mélancolie que l'on observe ici et là ont leurs racines un peu dans cette confusion des temps. Vous les sentez, ces poussées de nostalgie, de mélancolie, parce que tout compte fait, Bénédicte Savoie, votre rapport n'a pas été accueilli avec des brassées de roses, avec du parfum qui se répandait partout, dans tous les pays européens. Il a été accueilli dans certains pays plutôt bien, mais dans d'autres pays avec beaucoup de réticence, justement, parce qu'il y a cette idée de la perte, il y a cette idée de se séparer de cette histoire, même si c'est une histoire traumatique en l'occurrence. Là aussi, c'est une question de perspective. Il a été accueilli avec des brassées de roses et beaucoup de parfums dans beaucoup de pays africains. Aux États-Unis, par exemple par notre collègue Souleymane Bachir Diagne à New York, qui l'a dit beaucoup en public, combien ce rapport permettait une avancée. Il a été accueilli favorablement en Allemagne, où le Parlement allemand, la ministre de la Culture et le Bundestag en général sont en train de préparer, et les Länder, de préparer un texte pour rendre possible des restitutions et en tout cas pour rendre possible le fait qu'on en parle. Et le simple fait d'en parler, même si l'accueil n'a pas été celui d'une brassée de roses et beaucoup de parfums Guerlain en France, l'essentiel peut-être c'est aussi de lever quelques blocages psychologiques. Et c'est poser un acte de toute façon. De poser un acte et de pouvoir regarder la réalité en face. Et si on regarde la réalité des acquisitions des musées français, parisiens, pour ce qui concerne leur collection africaine, cette réalité est une réalité de violence. Et ce n'est pas nous qui avons infligé cette violence actuellement à nos contemporains actuels en Afrique. C'est des histoires qui remontent à des générations bien antérieures aux nôtres. Mais voir cet héritage-là en face, et d'ailleurs si on reprend Paul Valéry, d'un côté il dit l'Europe a tout donné, tout est arrivé à l'Europe et elle a cette grande force d'absorption, etc. Mais il dit aussi, pas loin de là, notre héritage nous écrase. Et quand il dit que notre héritage nous écrase, il pense aussi, et il le dit en visitant le musée du Louvre, il dit aussi que cette accumulation de génération en génération d'un patrimoine annexé chez les autres est quelque chose peut-être d'étouffant. Et en tout cas, il nous a paru indispensable à Félou Insar et à moi de regarder ces événements en face, ces appropriations, ces gestes de l'appropriation, souvent violents physiquement ou parfois symboliquement, et de les nommer. Et quand on les nomme, la suite politique, la conséquence est très proche. Et les Allemands l'ont bien compris, les Néerlandais travaillent sur ces questions. Le directeur du musée de Tervuren en Belgique est tout à fait favorable aussi à la discussion et à nos conclusions. Donc il y a peut-être qu'en France où ça bloque un peu différemment. Alors que c'est là où il a été pensé, ce rapport, en l'occurrence avec vous et avec Félou Insar. C'est quoi la crainte? C'est la crainte de la perte, mais de la perte de quoi, d'une certaine façon, quand vous en discutez avec les personnalités ou les personnes qui sont hostiles à une politique, disons, raisonnée de restitution? Qu'est-ce qu'on vous dit, en l'occurrence, quand vous avez des adversaires qui vous en parlent, Bénédicte Savoie? Il y a 5 arguments qui permettent de bloquer la discussion tout de suite. Donc on en parle peu, puisqu'une fois qu'ils sont bloqués, on est bloqué. C'est la boîte de Pandore. Si on rend un stylo, on va perdre toute la boutique. C'est la question de la prétendue incapacité des populations qui ont produit ces œuvres d'art ou ces objets de les conserver aujourd'hui. Donc, dit autrement, ils n'ont pas de musée, ce qui est évidemment faux, puisque, par exemple, ne serait-ce que Dakar a un très grand musée depuis quelques semaines, mais beaucoup d'autres villes, Bamako et d'autres, ont de grands musées qui sont tout à fait capables d'accueillir ces choses. Voilà, il y a toute une série d'arguments qui permettent d'empêcher, ensuite l'argument bien sûr de la légalité, tout ça a été pris dans des conditions légales.
sous la loi coloniale. Donc c'était légal, mais moralement, c'est difficile à tenir. Et ces arguments-là permettent d'empêcher la discussion. Donc je saurais difficilement vous dire quels sont les vrais arguments de ceux qui sont hostiles. Les faux arguments sont au nombre de 5. Lucien Belli, vous parliez tout à l'heure de ce charme en reprenant l'expression de Achille Mbembe, et qu'il faudrait voir revenir. Qu'est-ce qui ferait justement que cette Europe, dans un contexte où il y a d'autres pôles désormais dans le monde entier qui attirent, qui donnent envie, et même pour de jeunes Européens qui s'y projettent, mais dans d'autres conditions qu'au 19e siècle, qu'est-ce qui ferait que ce charme pourrait revenir? Qu'est-ce qui nous donnerait à nouveau du charme en Europe? Lucien Belli. Je voudrais d'abord faire une petite remarque. Quand on parle de ces, disons, spoliations, vous remarquerez qu'on dit les Européens. Or, ça n'a jamais été les Européens en tant que tels. C'était telle ou telle nation. Bien sûr. Mais la responsabilité devient collective. C'est-à-dire qu'on exempte. Il n'y a pas beaucoup de spoliation suisse. Les Suisses n'ont pas beaucoup spolié. Mais ils ont spolié un peu. On fait une sorte de collectif, de faute collective, alors qu'en réalité, c'était dans le cadre d'empires nationaux, enfin, autour d'une nation. Donc on voit bien comment l'Europe est un peu le bouc émissaire d'une certaine manière. Et c'est bien ce qu'on a souvent reproché aux politiques, c'est-à-dire que toutes les questions qui étaient un peu embarrassantes, on les a souvent attribuées à l'Europe, alors que finalement, l'Europe avait des responsabilités nationales. La somme des volontés souveraines en réalité. Aucune, elle n'a jamais imposé à un pays forcément des choses extérieures. C'est toujours avec le consentement des gouvernements. Donc il faut, je crois que ma remarque va au-delà, c'est-à-dire qu'il faut donner au mot Europe sa profondeur. Pourquoi on a inventé ce mot-là? Parce qu'on ne voulait plus le mot chrétienté, en gros. Avant, c'était finalement l'Église qui avait succédé à la Rome antique. Il y a eu la Rome antique et la paix romaine, puis l'Église et une chrétienté. Quand la chrétienté s'est cassée en deux, ça devenait impossible. Donc on a ce mot commode est arrivé, qui permettait de parler d'un ensemble sans distinguer finalement ce qui était très fort, c'est-à-dire la religion. Donc il y a une question d'identité, c'est-à-dire qu'il faut approfondir, et c'est pour cela que je pense que la culture est importante. Moi, ça fait 30 ans que je participe à des commémorations d'événements européens, mais il faut continuer, c'est-à-dire de dire qu'il n'y a pas seulement la Grande Guerre à commémorer. Or, d'une certaine manière, les bons moments passent un peu inaperçus. Je parlais de Mozart tout à l'heure. Mozart européen, c'est une réalité. Galilée. La plupart des grands artistes ont été des Européens. Handel a travaillé en Angleterre. Donc, à travers la culture en particulier, à travers la paix, à travers les paix, à travers les accords, à travers les dialogues, à travers tout ce qui se fait aux frontières, eh bien, il faut le célébrer au jour le jour. Vous voyez, je commence petit. C'est une longue tâche. Finalement, l'Europe est toute jeune. Il faut du temps pour créer un ensemble politique, et je dirais un ensemble moral. Vous voyez, c'est-à-dire au-delà de la politique, quelque chose, un ensemble culturel, un système culturel. Eh bien, il faut que chaque individu soit très précautionneux et évite en permanence de donner des responsabilités à cette Europe, des responsabilités qu'elle n'a pas forcément. Oui, Bénédicte Savoie, puis pour conclure, je voulais remercier Lucien Belli de cette remarque. En effet, il ne faut pas généraliser et ne pas dire, alors j'entends bien la leçon, là, l'Europe et essentialiser l'Europe. Il n'en est pas moins vrai que le projet des musées, par exemple, d'ethnologie, est un projet d'émulation européenne. C'est-à-dire que les musées dans ces différentes capitales regardent toujours ce que font les autres. Quand Berlin s'approprie 50 000 pièces africaines en 10 ou 15 ans, Paris est tout de suite derrière en disant ils en ont pris plus, ils sont allés plus vite, il faut y aller. Et ensuite, Londres surenchérit. Et dans le domaine allemand, en plus, il y a la concurrence entre les différents lenders, donc Stuttgart, Hambourg, etc. Donc, en effet, ce n'est pas l'Europe, il n'y a pas un président de l'Europe qui aurait décrété qu'il faut s'approprier tout ça, mais c'est un système européen, c'est une affaire de famille européenne, oui, c'est une émulation de nations entre elles, d'une certaine façon, qui se concurrencent et qui font une Europe globale, d'une certaine façon, mais en gardant cette prédominance de la nation. C'est-à-dire c'est la nation qui concurrence la nation voisine. Absolument. Achille Mbembe, justement, pour conclure sur une discussion comme celle-ci, sur cette mythologie européenne que vous regardez avec un peu d'ironie, avec
un regard amusé d'une certaine façon, tout en sachant qu'elle vous a nourri aussi, parce que Oh, vous êtes absolument, bien sûr. totalement, en tant que passant, vous êtes passé ici Oui, aussi. oui, oui, justement, j'en suis reconnaissant, évidemment. Je ne veux pas être ingrat. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut évidemment repenser l'Europe, l'idée de l'Europe, ce dont l'Europe pourrait être la promesse, en relation avec le passé, mais surtout en relation à ce qui nous attend, Ce qui va advenir. ce qui est en avant de nous. Et cette tâche qui consiste à repenser l'Europe dans cette perspective, elle ne peut pas être que européenne. La tâche de repenser l'Europe est une tâche qui nous incombe à tous. Comme repenser l'Afrique, incombe à tout le monde. Comme repenser l'Afrique, comme repenser les États-Unis, on sait plus ou moins combien cela est urgent. Alors, à l'intérieur d'un monde qui est en train de basculer, de tous les points de vue, la crise écologique, le sursaut démographique en Afrique, le fait que d'ici la fin de ce siècle, l'Afrique sera un des continents les plus peuplés au monde et qu'il faut l'ouvrir à elle-même pour qu'elle devienne un vaste espace de circulation, pour qu'aucun jeune Africain ne soit exposé au risque de perdre sa vie dans le Sahara ou en Méditerranée, dans une course vers un lieu où personne ne l'attend et on ne veut pas d'eux. Et donc, je pense, parce que je viens de là-bas, qu'en relation avec l'Afrique, une reprise de l'idée européenne en relation avec l'Afrique suppose que l'Europe contribue justement à faciliter cette ouverture du continent sur lui-même. Et pas sur le monde entier, mais sur lui-même, c'est-à-dire entre pays africains. Mais évidemment, nous avons un continent absolument colossal. C'est quand même 30 millions de kilomètres carrés. Moi, il m'arrive d'y voyager. L'autre jour, je suis allé de Nairobi à Dakar. Traverser tout le continent. Vous allez de Casablanca au Cap, vous passez 11 heures dans l'avion sans arrêt. C'est immense. En fait, c'est la dernière terre de migration lorsqu'on y pense. Les possibilités de vie humaine, ils sont énormes. L'eau, le soleil, les forêts, les espèces biologiques et végétales. Et donc, il faut ouvrir ce continent sur lui-même. Et donc, vous demandez tout de même que l'Europe prenne ça en compte. C'est-à-dire... Et donc, je dis, pour terminer sur des choses très concrètes, au lieu de donner de l'argent à des milices en Libye pour emprisonner dans des camps les migrants illégaux et les vendre en esclavage, mettez de l'argent dans des efforts visant à abolir, par exemple, les frontières à l'intérieur du continent. Merci Achille Mbembe, merci Lucien Belli, merci à vous Bénédicte Savoie d'avoir joué le jeu de cette réflexion autour de l'Europe est-elle un mythe ?